Attendez, ça va, c'est pour ça. Voilà. Alors, on va parler de halachot. Alors, vous connaissez la différenciation entre la bracha des fruits de l'arbre et des fruits de la terre et de Sheakol. Comment ça marche? Quand est-ce qu'on dit Adam, quand est-ce qu'on dit Adama, quand est-ce qu'on dit Sheakol? C'est une bonne question. Alors on te dit déjà la référence d'un arbre, c'est qu'il y a un intermédiaire entre la terre et le fruit. Quand il y a un intermédiaire entre la terre et le fruit, ça s'appelle un arbre. C'est Hein? Quand ça vient directement de la terre, ça s'appelle Boré Adama, c'est la terre. Quand il y a un intermédiaire entre eux, ça s'appelle Aetz. Par exemple, la tomate. La tomate, vous auriez dit c'est Adama, mais maintenant ça serait Aetz, parce qu'il y a une branche qui pousse. La même chose la banane, la même chose l'ananas, etc. Donc en fait, les gens ils ont tendance à croire que l'arbre, c'est comme un pommier ou un poirier, c'est un truc dur et qui ne bouge pas. Et là, les chachamim ils disent pas du tout. Dès qu'il y a un intermédiaire entre la terre et le fruit, ça s'appelle un arbre. Maintenant, comme on ne sait pas si c'est quelque chose qui dure ou qui ne dure pas, si ça dure ou ça ne dure pas, donc on préfère dire Adama par acquis de conscience. Oui. Donc vous dites Adama sur une tomate, pas parce qu'on c'est sûr que c'est de la terre, non, puisqu'il y a une différenciation entre il y a un intermédiaire entre la terre elle-même et le fruit lui-même. Pas comme la pomme de terre. La pomme de terre, c'est direct. Terre, pomme de terre, comme son nom l'indique. Mais à part la pomme de terre, ou le radis, ou ou la laitue, vous avez plein de fruits qui ont un intermédiaire. Et donc, en fait, on aurait pu dire à être sur la tomate, ou sur la banane, ou sur l'ananas. Seulement, comme on ne sait pas si un arbre, c'est quelque chose qui dure longtemps ou qui est interchangeable régulièrement, alors on dit, bon, il vaut mieux dire Adama par Safek, pas parce qu'on est sûr. Par Safek. Parce que ce qui est à Etz, même une pomme, si vous dites Adama, ben vous ne mentez pas, parce que ça vient de la terre. Si vous êtes trompé, vous allez dire Adama sur une pomme, on ne vous dira pas recommence, parce qu'elle, effectivement, elle vient par intermédiaire de l'arbre, de la terre. Vous avez compris? Donc, tout ce qui est avec un intermédiaire, on sait que ça s'appelle Aetz, mais comme on ne sait pas si cet intermédiaire il est durable ou périssable, comme un bananier, en général, c'est tous les ans même pas tous les ans, tous les 6 mois, on enlève le tronc. Le tronc ne donne plus rien, il faut recommencer. Donc, il y en a qui disent, donc ça ressemble plus à un Adama qu'un Aetz. Donc, c'est pas Safek, tout ça, c'est pas par évidence. Ça, c'est la première définition que nous avons devant nous. D'accord? Maintenant, il y a une autre définition, disons un autre paramètre, c'est le paramètre de comment on le mange. Comment les êtres humains le mangent. Il y a des choses, à travers les siècles, ça a changé d'ailleurs. À travers les siècles, les choses ont changé. Il y a des décisionnaires qui vous disent, par exemple, les carottes, ça ne se mangeait que cuit. Les carottes sont cuites. Comme la patate. La patate, tout le monde est d'accord qu'une patate ne se mange pas crue.
C'est même un poison. Mais vous auriez pu dire, bah attends. Mais la carotte, ça se mange pas cru, ça se mange que cuit. Donc pendant des siècles et dans plein de régions, on ne savait pas un céleri, un poireau, une carotte manger autrement que cuit. Donc si vous aviez une carotte crue, à l'époque, ils auraient dû chacol sur la carotte crue. Maintenant, les temps ont changé, et les habitudes ont changé. Les habitudes alimentaires ont changé, et qui font qu'effectivement, beaucoup de gens mangent de plus en plus de légumes crus. À part la pomme de terre, ça bouge pas. Mais il y a beaucoup de gens qui mangent même de la betterave crue, et du chou cru, et du navet cru, et de la carotte crue, etc. Et donc à ce moment-là, vous êtes obligé, puisque le monde a changé, de dire, ben ça se mange comme ça. Donc puis ça se mange comme ça, c'est Adama et c'est pas chez Akol. Alors qu'à l'époque, on vous aurait dit, la carotte cuite, c'est Adama. La carotte crue, c'est chez Akol. Donc aujourd'hui, on ne fait plus comme ça. On tient cuite ou cru, Adama. On lui donne sa valeur de bracha. Également, il y a comment on dit, il amène ici un truc un peu bizarre. Bon, j'en ai l'habitude. Il amène le Admor Azaken. Et là-bas, il dit, le Admor Azaken, l'oignon cru, Adama, l'oignon cuit, chez Akol. Mais moi, c'est le contraire. Moi, l'oignon cuit, je dis Adama, parce que c'est très bon. Vous faites un plat avec de la viande du numéro 8, vous mijotez bien vos oignons. On dirait que c'est vous qui cuisinez. Mais vous savez très bien que tout ce que les femmes font, les hommes savent le faire mieux. La couture, la cuisine, la dentisterie, je ne sais pas, tous les métiers où les femmes font quelque chose, les hommes le font mieux. Mais bien sûr. Vous allez dire, c'est pas vrai, la preuve c'est que Yitzhak, il dit à Esav, cuisine-moi des plats comme je les aime. Il a dit à Esav, Esav était un bon cuisinier. Par contre, quand Rivka lui dit, emmène-moi 2 agneaux, je vais les cuisiner, parce que Jacob, il ne savait pas cuisiner du tout, à part les lentilles de son grand-père. Il n'a pas été là sur la chasse. Non, mais même la chasse, il n'y avait pas besoin de faire, parce qu'elle lui a donné les agneaux. Donc en vérité, ça veut dire qu'il y a des troumim, il y a des domaines dans lesquels, effectivement, les hommes sont plus brillants et des domaines où les femmes sont plus brillantes. Ça dépend des époques et des domaines. Donc, Bekitso, les oignons cuits, revenons à notre Admor Azaken, les oignons cuits, lui dit il faut dire chez Akol parce qu'il les mange crus. Mais en Russie, ils mangeaient crus les oignons. Nous, la plupart des oignons, on les mange, s'il y a une salade avec, des tomates, des poivrons. Alors vous avez un oignon coupé, alors vous le mettez à Adama avec les tomates et les concombres. Mais tout seul, manger un oignon cru, c'est dur de dire à Adama sur un oignon cru. C'est fort. Vous avez compris? Donc on voit bien que les brachot peuvent changer avec les régions et avec les époques. Donc maintenant, si vous interrogez dans la rue des gens, s'ils sont occidentaux, raguils, ils vont vous dire « Ah non, moi l'oignon cru, je mange pas. » Sauf s'il y a au milieu de salade noyée dans des salades. Mais tout seul, je mange pas. Et par contre, cuit, quand vous le cuisinez bien avec des viandes et d'autres légumes, vous dites Adama dessus. Vous voyez bien qu'il faut faire très attention quand vous avez des livres d'Halachot que effectivement le livre en question il soit adapté à votre époque
et à votre habitude alimentaire. Vous avez compris? Pour quelle raison en Europe ils n'utilisaient pas le karpas? Le karpas doit être Adama, d'accord? Ils n'utilisaient pas, ils utilisaient la patate ou l'oignon parce que pour eux c'était la seule chose qui était Adama. Et le céleri c'était obligatoirement, d'abord ça n'existait pas en Europe. En Europe de l'Est il n'y avait pas de céleri. C'était un légume de pays chaud. Et également, le rove des légumes, ils étaient bouillis. Il fallait les manger bouillis, sinon on ne les mangeait pas. Mais aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays du monde, les gens mangent des légumes crus, donc il n'y a aucun problème de considérer le céleri comme du karpas. Vous avez compris? Donc tous les halakhot de nourriture doivent être adaptés au monde moderne et à la région dans laquelle vous habitez. Par exemple, vous avez au Mexique ou en Inde, les gens mangent le piment piquant comme vous mangez de la confiture. Ils mangent des piments qui emportent la bouche en Inde ou au Mexique, à tel point que c'est tellement piquant que même quand vous cuisinez dans les marmites sans piquant, ben vous ne pouvez pas manger tellement le piquant ressort de la marmite. Parce qu'ils mangent comme ça, les gens mangent comme ça. Le piquant, piquant. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il ne dira pas sur un piquant Adama. Il dira sur un piquant chez Akol. Il y a des gens qui mangent de la rissa comme de la confiture. Ou du srouk témani comme de la confiture. Et il faut Adama. Mais vous qui avez le palais plus fragile, vous diriez chez Akol, parce que c'est très piquant, et donc c'est pas agréable, c'est pas, vous le considérez pas comme un légume, mais vous le considérez comme quelque chose d'anormal, et donc vous diriez chez Akol dessus. Donc il faut chaque fois savoir quoi répondre. Autre exemple, le cœur de palmier. Le cœur de palmier, dans le Talmud, ils disent là-bas qu'ils faisaient Sheakol sur le cœur de palmier. D'accord? Le cœur de palmier, ils mangeaient, ils disaient Sheakol. Pourquoi ça s'appelle d'ailleurs cœur? Parce que la Gemara, elle appelle ça corps. Corps. Ils ont interprété cœur. En réalité, c'est corps. Donc, mais nous, aujourd'hui, que le palmier, il est cultivé aussi pour ses cœurs de palmier, automatiquement, vous devez dire Adama, comme si c'était un fruit. Un fruit. C'est un fruit de la terre qui s'appelle le palmier. Et donc, il ne faut plus dire Sheakol sur le cœur de palmier, mais il faut dire Adama. D'ailleurs, en général, quand vous achetez une boîte, très souvent, il y a écrit Boré Péré Adama. Ils écrivent exprès. Oui, il faut remarquer ça. Pardon? Ils devraient faire tout le temps comme ça. Ils écrivent parce qu'aujourd'hui, les gens ils vont dire ah non, dans la Gemara, j'ai vu, c'est Sheakol. Dans la Gemara, parce qu'ils mangeaient ça, de façon bizarre. J'avais des palmiers, l'essentiel c'était les dattes, maintenant il reste le haut de la branche, je vais manger ça, c'est mangeable, Sheakol. Mais aujourd'hui c'est fait pour ça. Vous achetez des boîtes de cœur de palmier, c'est carrément industrialisé pour le cœur de palmier lui-même, et donc ça devient Adama. Donc il ne faut pas se tromper. Quand vous avez les trois options, Aetz, Adama, Sheakol, il faut savoir effectivement si ça se mange comme ça d'après tout le monde,
ou pas tout le monde. Le pop-corn, par exemple. Vous avez une marloquette sur le pop-corn. Beaucoup de poskim disent, le pop-corn, comme on ne le reconnaît pas, il faut dire chez Akol. Mais d'autres poskim disent, mais attends, tout le monde connaît maintenant le pop-corn. Ils vendent même des machines à pop-corn pour la maison. Ça devient un truc, un light, comme on dit. Banal. Donc il y a des gens qui disent, mais putain, tout le monde sait que c'est le maïs qui a éclaté et qui est devenu pop-corn. Donc vous avez une marloquette qui reste chez Akol ou Adama. D'accord? La même chose, le Rav Ovadia Yosef, il dit par exemple, le fameux bamba. C'est quoi le bamba? Cacahuète. C'est de la cacahuète, c'est un botten. D'accord? Il y a des gens qui disent, chez Akol, on ne reconnaît pas que c'est une cacahuète. Et d'autres qui disent, mais non, c'est connu que c'est une cacahuète soufflée. Vous avez compris? Alors il y en a qui disent Adama, et il y en a qui continueront à dire chez Akol. Parce que la marloquette, elle est où? Est-ce qu'on se base sur l'identité connue de la chose, ou sur le fait de reconnaître le légume ou le fruit comme il était à l'origine? Comme quand vous mangez une purée de pommes, purée de pommes. Il y en a qui disent, bon, à part la pomme qui est sur le dessin de la boîte, quand vous ouvrez la boîte, vous voyez de la purée, vous voyez pas de la pomme. Alors il y a des gens qui vont dire, chez Akol. Et d'autres vont dire, mais non, c'est visible, tout le monde reconnaît que j'ai une purée de pommes. Et à ce moment-là, vous diriez, Haetz sur la purée de la pomme, etc. Donc, ne dire chez Akol à chaque fois, c'est pas une preuve de connaissance. C'est une preuve que des fois on n'est pas adapté au monde qui avance, quoi. Donc les gens qui disent popcorn chez Akol, bomba chez Akol, purée chez Akol, c'est qu'ils se basent toujours sur le fait que l'objet a perdu son apparence. Comme quand vous mangez, si vous mangez une purée de dattes, je ne parle pas du silane, où carrément on ne voit plus rien du tout, c'est c'est du jus, quoi. C'est comme du miel. Mais quand vous mangez une purée de dattes, avec la fourchette, avec le cuillère, vous ne pouvez pas la boire comme ça. Eh bien, il y en a qui disent, mais c'est évident qu'on va dire, dessus, c'est la date, tout le monde reconnaît que c'est de la date. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour reconnaître que c'est la date. Vous avez compris? Donc il faut bien apprendre ces choses-là et ne pas généraliser en disant, bon allez, il vaut mieux dire chez Akol, comme ça on est tranquille. Il vaut mieux pas dire chez Akol, il faut apprendre exactement quel est le statut de ce que vous mangez. Sur les graines de courge. Comme l'ail, il y a des gens qui mangent de l'ail cru, vous savez ça? Les gens qui mangent de l'ail. Carrément, ils mangent de l'ail comme vous mangez une cacahuète et ils mangent de l'ail. Après, il faut s'éloigner. Alors, est-ce que vous allez dire quoi sur l'ail? Adama ou chez Akol? Alors, si vous le supportez très bien de manger cru comme ça, c'est très bon en plus. Ça nettoie tout l'ail. C'est un médicament de tout. D'accord? C'est pour ça qu'en hébreu, ça s'appelle choum. Ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose, c'est sérieux. Donc, si vous supportez l'ail tout seul, alors dites Adama. Si vous mangez jamais l'ail comme ça, eh ben vous direz chez Akol. C'est à vous de savoir quelle est votre habitude alimentaire. Et sur les graines de courge, tout ça, on dit quoi? Bonne question. Les graines de courge. Alors, si vous avez acheté une citrouille, un potiron, et au lieu de jeter les graines, vous les enlevez et vous les laissez sécher. Après, vous les salez. Alors, comme vous avez acheté la citrouille pour la citrouille,
Alors vous direz chez Akol, parce que c'est comme des ordures que vous avez récupérées. Vous auriez tout jeté, et bien ça vous avez dit non, je garde les graines et je vais en faire des confiseries. Donc ça serait chez Akol. Maintenant, si vous achetez ça déjà fabriqué, donc c'est Adama, parce que c'est fait pour ça, comme le corps de palmier. C'est cultivé pour ça. Il y a des vous voyez bien, le vendredi, les Israéliens, les Israéliens, ils sont mariés avec les cacahuètes et les graines alors ils font l'Adama. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est le sujet de la... Il faut remettre ça sur le tapis parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux produits qui sortent et on ne sait pas quoi faire. D'accord? Donc il faut apprendre et effectivement changer de disquette. Parce que ce qui était valable dans la génération d'avant comme étant anormal, aujourd'hui c'est rentré dans les coutumes alimentaires. Et tout le monde fait comme ça. Voilà. Ça, c'était quelques nekudot de la halakha qui est extrêmement variée. Et c'est très important de beaucoup étudier la halakha, parce que sans arrêt, on est confronté à des nouvelles questions, des nouveaux aspects, des choses. Il faut être fort là-dedans. Voilà. Maintenant, la paracha, pourquoi je fais lundi le cours du mercredi? Parce que mercredi, il y a une idva adout de la libération du Admor Emtsaï et de et ça, en même temps, c'est Iloula. Faut venir. C'est mercredi soir. Tu viens? Comme c'est mercredi, avec un repas, quoi. Je ne sais pas s'il y aurait de la musique, parce que celui qui joue de la musique habituellement, il n'a pas la... Monsieur Loeb, il n'a pas la pêche de jouer de la musique dans l'année de son petit-fils, donc il est... Peut-être qu'il viendra, même s'il vient, on pourra faire on va faire des nigunim de nostalgie, pas forcément un truc de danse et de chant. Bekitso, donc on va parler de la parashat Vayetse. Vayetse Yaakov Miver Shava. D'accord? Alors, qu'est-ce qui arrive dans cette paracha? Cette paracha est la suite de Toldot, chronologique bien évidemment. À la fin de Toldot, Rivka et Yitzhak, tous les deux, sans se mettre d'accord, ils parlent de la même chose. Ils disent à Yaakov, va-t'en chez ton tonton, Monsieur Weiss, Monsieur Blanc, Monsieur Leblanc. D'accord? Va-t'en chez ton tonton, le frère de le vieux frère. Il était déjà vieux à l'époque, vous vous rappelez? Le vieux frère de Rivka. C'est là-bas, encore une fois, la même famille, les mêmes... tout va se passer dans la famille de Terach. Incroyable. Lot, Sarah, Lavan, tout est dans la même famille. Donc, Rivka fait la même chose, elle dit à son fils, le temps est passé, maintenant que tu as reçu les brachot, va te marier chez mon frère. D'accord? Et elle dit à son mari, tu sais, ton fils que tu aimes beaucoup, là, Esav, il a encore épousé une femme qui ne me plaît pas non plus. Il a épousé 2 Cananéennes, maintenant il épouse une Ishmaélite. J'aime pas tous ces gens-là, je veux que mon fils aille épouser des filles comme moi, qui viennent de là-bas d'Irak, Padan Aram. Et Yitzhak, il est d'accord. Donc, ils ont 2 matarot, 2 objectifs, se sauver de monsieur Esav
et en même temps finir par se marier. Il a 63 ans, le père Yaakov. Il a 63 ans, hein, il est à la retraite. Hein. Qui plus est, il va rester 14 ans à étudier la Torah chez Mehever. Donc quand il va se rappliquer chez Lavan, il n'est plus tout jeune. Vous avez compris? Alors c'est intéressant parce que aussi bien Yitzhak, aussi bien Yaakov, aussi bien Abraham, ce sont des gens qui ont toujours cherché à épouser leur bat zoug, la femme qui leur correspondait. Et donc c'est un problème dans les mariages, très souvent il y a des gens qui veulent se marier vite, 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 vite. Mais en vérité ils se trompent parce qu'il faut attendre que le ben zoug ou la bat zoug se présente. Des fois tu te maries trop tôt et tu rates ton bat zoug ou ton ben zoug. Parce que tu as voulu presser la musique. Aller plus vite que la musique, comme on dit. Donc on voit que, même problématique avec Yitzhak, qu'il a fallu qu'il attende 40 ans, pour être sûr que Rivka soit disponible. Et même histoire avec Yaakov. Il faut attendre que Rachel et Léa soient disponibles. Sinon, c'est pas bon. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Vous avez compris? Alors maintenant, la paracha nous raconte qu'il s'en va, et effectivement, comme il est fragile, c'est un garçon qui n'a jamais quitté la maison de papa, la maison de maman, le Beth Midrash, il n'a jamais affronté quoi que ce soit. Comme il n'a jamais affronté quoi que ce soit, dès qu'il est sur la route, il a peur. Il a peur parce qu'il se dit, je ne sais pas vers quoi je vais. Je ne sais pas vers quoi je vais. Parce qu'il sait très bien que Yitzhak et sa maman lui ont raconté, parce que Eliezer avait raconté, que Lavan, chez nous on dit, c'est pas de la tarte. Monsieur Blanc, il est plutôt noir. Et là, il le sait. Il sait qu'il va tomber sur un bug. Que Monsieur Lavan, c'est pas un homme facile. La preuve, c'est qu'il annonce tout de suite à Rachel, Rachid le cite, si ton père, il est honnête avec moi, je serai honnête avec lui. S'il veut être un rusé, je serai encore plus rusé que lui. Ça veut dire qu'à l'avance, il sait à qui il a affaire. D'où il le sait? Par Eliezer. Eliezer, il a raconté à Yitzhak. Il a dit, tu sais, il n'est pas rigolo, le Lavan. Hein? Alors, heureusement que ta femme, elle s'en est sortie vite. Sinon, c'était pas une mince affaire avec lui. Donc, c'est très bien que... Alors, c'est connu que les Rechaïm, en général, ils font pas Teshuvah, et donc, il s'est aggravé avec le temps. Enfin, quel âge il a? Il est bien plus vieux qu'à l'époque. Enfin, et donc, il se dit, waouh! S'il s'est aggravé avec le temps, il va être encore plus roublard qu'il ne l'était au temps de mon chaliard Eliezer, le chaliard de mon père Eliezer. D'accord? Et ça, c'est une constance dans la vie. Quelqu'un qui a une chazaka de cacheroute, avec le temps, il la gardera. S'il a un tampon, comme quoi il est quelqu'un de cachère, eh bien vous pouvez être tranquille qu'il gardera cette présomption ad aeternam. Et si c'est quelqu'un qui est une crapule, eh bien c'est probablement que plus le temps passe et plus il reste crapule. Sinon vous auriez dit, avec l'âge, avec le temps,
sûrement qu'il s'est amélioré, tonton Lavan. Et il se dit, non, c'est impossible. C'est impossible qu'il soit amélioré. D'accord? Donc, il sait très bien qu'il va avoir à faire un drôle de match. Et donc, dès qu'il arrive au mont Moria, il demande à Dieu une garantie de protection. Il veut de la protection pour la shlichut qu'il va avoir à mener. Et effectivement, ça va durer 20 ans à en baver avec le père Lavan. C'est pas de la tarte. Non. Vous avez compris? Avoir affaire à quelqu'un de malhonnête, jour après jour, pendant 20 ans, il fallait qu'il ait une neshama spéciale pour supporter. Ouais. Surtout que le Midrash nous dit que Bilam, le prophète Bilam, c'était le petit-fils de Lavan. Eh ben, Son petit-fils. après, mettons pas loin. Ouais. Donc, comme c'était le petit-fils de Lavan, ça veut dire que Lavan lui-même était prophète. C'est pas que Bilam, mais même Lavan était un prophète. Pourquoi c'était héréditaire? Un prophète. Apparemment, ils se sont transmis la prophétie. Lavan, Beor, Bilam. Et ils étaient de plus en plus forts. Et comme par hasard, ils ont tous utilisé leur prophétie Pour faire du mal. pour faire du mal. Et pour quelle raison? Parce que à l'époque, Dieu pouvait parler à tout le monde. Il n'y avait pas, comme Rambam il dit, une école de prophétie où quand on avait des bonnes midotes, une sagesse spéciale, on rentrait dans l'école. Jérémie, par exemple, il avait une école de prophétie. Ishaïa aussi, ils avaient des écoles. À tel point qu'on raconte que Aristote, Platon, ils ont été acceptés là-bas. Donc la sagesse grecque de Socrate et Platon et Aristote, ils l'ont apprise à l'école de Jérémie, etc., à l'école de nos prophètes. Alors évidemment, il y avait des auditeurs libres. Ils ne pouvaient pas, comme c'était des goïms, ils les ont laissés rentrer sans leur demander les critères qu'ils demandaient aux juifs. Mais c'était pour le bien, pour que l'Occident apprenne un peu de morale. D'accord? Donc à l'époque, il y avait des écoles de prophétie. Et le Rambam, il te dit, si tu n'es pas pur et sage et déconnecté de l'orgueil et de la vanité des choses, tu ne pouvais pas rentrer dans l'école de prophète. Tu ne pouvais pas t'appeler Ben Navi, élève prophète. Mais avant, vous voyez bien, les Aviméler, Caïn, Dieu leur parle. Tout le monde est prophète sans vérifier quelle est la valeur de leur midot. La preuve, Caïn, il est bourré de sales midot, et Dieu lui parle. Et juste après qu'il lui parle, il tue son frère. Donc on voit bien que il n'y avait pas cette dimension de travailler sur soi pour être prophète. D'accord? Donc pour quelle raison Lavan, Béor et Bilam vont-ils être des prophètes méchants? Parce qu'il n'y a pas eu de travail des midot. Il n'y a pas de travail des midot. Vous voyez bien, Lavan, il est à la recherche de l'argent, sans arrêt, l'argent. Il n'y a pas une seconde que l'argent va lui servir à faire des mitzvot avec. C'est que moi. Alors que Yitzhak, Abraham, Yaakov, ils vont être très riches, mais tout ça pour donner aux autres, pour faire du bien au monde. Donc comme les midot sont pourris, et tu le vois à quoi que les midot sont pourris? Oui, il a la tête. Lavan, il a la tête à ça, à chercher de l'argent. Donc automatiquement, sa prophétie va être une prophétie de méchanceté, qui va converger vers la malédiction et vers la catastrophe. C'est pas pour rien que le soir du Seder, on commence le Seder en disant
Arami Ovedavi, l'araméen qui a voulu tuer mon père, ça veut dire qu'il avait une... C'était pas simplement un roublard au niveau du comportement, c'était un roublard au niveau de l'esprit. Il voulait intégrer, insuffler aux enfants de Jacob l'esprit de méchanceté, d'avarice et de cupidité qu'il avait lui. C'est pour ça que Jacob, il se dit, waouh, je vais arriver là-bas, j'ai intérêt à avoir une arme de protection de Dieu. Vous voyez, les gens ils croient que c'est parce qu'il était un roublard qu'il avait peur. Non, c'était pas seulement un roublard, c'était un sorcier. C'est un sorcier. C'était un sorcier comme son petit-fils va l'être, Bilam. Mais il y a une différence entre sorcier et prophétie. Non, il avait la prophétie, il s'en servait pour faire la sorcellerie avec. Ah, d'accord. Eh oui, faire la sorcellerie avec. Et donc il était un danger rouhani. Amalek. Un danger rouhani et gashmi, matériel et spirituel. C'est pire qu'Amalek, parce que c'est le Shoresh. Arami, Oved, Avi, avant de commencer l'histoire, il veut arrêter la tradition de la Kedusha. Il veut que ses petits-enfants ils soient sous sa houlette. Et donc c'est le contraire de la Kedusha. C'est ça que craint Yaakov. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Parce que toi, tu es un homme Tam, Yoshev Ohalim, tu n'as jamais fait ni de sorcellerie, ni ni tu t'es occupé du monde matériel dans la grossièreté. Donc tu dois être protégé pour que ta tmimout, elle entraîne la victoire. C'est dans la témimout, dans l'intégrité qu'on arrive à gagner. Et pas dire, puisque je vais être une crapule, comme ça je vais pouvoir dominer les crapules. Non, tu dois être capable d'être une crapule. C'est ce qu'il dit à Rachel. Si ton père il est rusé, je peux être capable d'être rusé mieux que lui. Plus que lui. Mais dans la Kedusha. Dans la Kedusha, tu dois être rusé. Tu ne dois pas être naïf et bête. Il faut être diplomate. Mais être diplomate. Mais pas un imbécile. Et il a tout de suite mis les choses au clair avec Monsieur Lavan. Mais et c'est nous dans la galoute, on doit faire comme ça. Dans la galoute, les Juifs ont toujours été victimes de leur côté fair play. Mais bien comment ils sont les Israéliens, ils vont être fair play vis-à-vis des nations, vis-à-vis du monde. Mais on te dit, on t'a pas demandé d'être fair play. On te dit, les rusés soient aussi rusés. Seulement dans le discours, fais semblant d'être humaniste et moral. Donc c'est ce que Jacob, il demande à Dieu, je veux une aide. Et Dieu lui dit, tu auras l'aide quand tu sauras garder ton intégrité intérieure, tout en attaquant la crapulerie d'en face. Un gros travail. Parce qu'en général, les gens naïfs, ils croient que Dieu va les aider dans la naïveté. Non, si tu es naïf, tu n'arriveras pas. Il faut être rusé. Il faut savoir quoi dire, comment le dire, à qui le dire. Comment manipuler la diplomatie. Et c'est pour ça que Jacob, pendant 20 ans, il va manœuvrer et il va gagner. Mais c'est pas un peu long. Il va gagner. Pardon ? Pas un peu long, 20 ans. Donc Vous aurez voulu quoi ? Que ça soit raccourci ? Oui. Ben, il a fallu d'abord... Hein, pardon ? Il fallait faire naître 12 tribus. Le problème, c'est qu'il y avait tout un problème de birour des choses. Il fallait 7 ans et 6 ans.
c'est-à-dire un cycle, avec, pour Rachel, un nouveau cycle de 7 ans pour Léa, et 6 ans jusqu'à la naissance de Yosef. 36, c'est le chiffre de Yesod, d'ailleurs, c'est la sphère de Yesod, pour dire, ça y est, maintenant que Yosef est né, je peux partir refaire le bureau de Esav. Maintenant, c'est Keter, c'est la perfection dans le travail des Midot, 20 ans. C'est pas pour rien que 20 ans, c'est l'âge où on allait à la guerre, c'est l'âge où on pouvait faire des affaires. Avant 20 ans, tu n'as pas le droit de faire des affaires parce que tu risques de dilapider l'argent de ton père, n'importe comment. Donc il fallait 20 ans. Sa mère, elle a appelé ça quelques jours. Ah, Yamim Achadim, quelques jours. Parce qu'effectivement, une fois que tu les as faits, ça te paraît... quand tu te retournes, tu dis, bah oui, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai vite fait. C'est comme la vie d'une personne. Comme la vie d'une personne. C'est... Quand tu te retournes, tu dis, oh, j'ai déjà 20 ans, j'ai déjà 30 ans, j'ai déjà 40 ans, etc. Tu vois que le temps a passé. Donc c'est pour ça que chaque jour, tu dois le remplir de bonnes choses. Mais on voit bien que 20 ans, c'est vite fait. Plus le temps passe d'ailleurs, plus on se rend compte que le temps passe vite et on ne s'en rend même pas compte. Est-ce que vous vous rappelez, vous, que l'an 2000, ça fait 20 ans qu'il y avait l'an 2000 ? On ne s'en rend pas compte. Donc c'est pour ça que le tikkun qu'il a fait sur lui-même, de lui-même, il s'est réparé, il s'est arrangé. Et en même temps, il a fabriqué le Ham Israël. Yaakov Avinu a fabriqué le Ham Israël par ces 7 et 6 qu'il a passé là-bas. D'accord ? Maintenant, pour quelle raison vous avez remarqué une chose étonnante, c'est que quand il arrive au puits là-bas, il rencontre Rachel. Mais c'est pas logique, il aurait dû rencontrer Léa. Puisqu'il a acheté la Bechora à M. Esav, donc il est devenu le Bechor. Donc comme les gens disaient, c'est ce que Rashi ramène d'ailleurs, que la pauvre Léa, elle avait des petits yeux parce qu'elle arrête de péter, pas de pleurer. Parce qu'elle disait, tout le monde disait, l'aîné pour l'aîné, la cadette pour la cadette. Le cadet pour la cadette. Donc elle dit, donc je dois marier avec Esav. Elle n'était pas au courant qu'il a vendu la Prora. Mais le bon Dieu, il le sait qu'il a vendu la Prora. Et son père le sait, sa mère le sait. Donc, pourquoi le bon Dieu n'a pas-il fait venir Léa au lieu de faire venir Rachel? Bonne question. Vous avez compris? Si on veut arrondir les choses comme elles sont dans l'absolu, la Hashgacha pratique que son zivoug arrive, ça aurait été Léa. Non, mais Jacob était le Bechor. D'accord? Puisqu'il est devenu le Bechor. Il voulait sauver les deux. Il faut savoir. Pardon? Parce que Hachem, il voulait sauver les deux filles. Il voulait qu'elles soient les deux. Voilà. C'est qu'en fait, Rachel, comme on l'a vu le Yudalef Freshvan, Rachel, c'est la femme du sacrifice permanent. Rachel. Donc, si Dieu avait sécrété Léa, il se serait marié avec Léa en disant, ben oui, effectivement, c'est la Bechora, donc je dois l'épouser. Et donc, il aurait dit, bon ben voilà, je suis Messouda, je me marie avec Léa, point final. Et la pauvre Rachel, elle n'aurait jamais fait un effort pour doubler sa sœur. Elle se serait sacrifiée complètement. Elle se serait sacrifiée jusqu'au bout. Et Dieu n'a pas voulu qu'elle se sacrifie jusqu'au bout. Il a dit,
Si on la présente en premier, eh ben, il va réaliser la bracha de son père, à savoir que tout ce qu'il a, ça sera à lui. Même ce qui est à Esav est à lui. Vous vous rappelez? Tout ce qui est à toi est à toi, et tout ce qui est à Esav est aussi à toi. Il sera un esclave pour toi. Et comme c'est connu, un esclave, tout ce que l'esclave achète appartient au maître. Donc Esav n'a rien, en fait. Donc il fallait qu'il ait Léa et Rachel, automatiquement. Mais si Dieu il avait sécrété Léa en premier toute seule, Jacob aurait dit, voilà, je reconnais avoir remis les pendules à l'heure, donc moi je suis l'aîné, je dois épouser l'aîné. Fini. Et la pauvre Rachel, elle aurait dit, ok, tant pis. Je resterai sacrifié jusqu'au bout. Et Dieu n'a pas voulu comme ça, donc il a fait en sorte que Rachel tombe en premier, et automatiquement, comme elle était bonne, et le sens du sacrifice, elle a donné les signes à sa sœur, et donc il a été obligé de se marier avec les deux, par la force des choses, sinon il aurait posé que Léa, il aurait dit à Rachel, Slicha. On aurait pu vivre un amour, toi et moi, mais je suis l'aîné maintenant, je peux plus. C'est elle mon zivouk, c'est pas toi. Mais en fait, il est. Et Dieu étant bon, il a dit on veut que les deux elles se marient avec lui, donc on va mettre Rachel en premier, comme ça, c'est sûr que Léa elle va rentrer dans le spectacle par la suite. C'est une force de Messirut Nefesh que Rachel avait. Hein? Léa, c'est vrai que, alors vous allez dire alors quoi, Léa était une égoïste, elle était pas capable de Messirut Nefesh comme sa sœur Rachel. Non, elle est capable de tout. Mais comme Léa elle a beaucoup plus de srout que Rachel. Léa, elle a tout gratuit. Elle a tout d'elle-même. C'est vrai. Vous vous rendez compte de cette force? Et pourquoi? Parce que dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie, vous avez des gens qui ont... Pourquoi vous riez? Dans la vie, c'est comme ça. Vous avez des gens... Ils galèrent pour tout. Voilà, ils doivent galérer pour tout, et d'autres gens qui ne galèrent pour rien. Alors vous aurez dit, c'est pas juste. Parce que chacun est mesuré vis-à-vis de... Pardon? Chacun, il est mesuré vis-à-vis de son travail. Yaakov, si on avait mérité, si Adam Arishon n'avait pas fauté, eh bien Yaakov, il n'aurait pas été confronté à tous ces problèmes. Les Ivougim seraient venus d'eux-mêmes, tout serait venu d'eux-mêmes. Pourquoi il faut guerroyer, faire des combats et des combats? C'est à cause de M. Adam Arishon qui a tout brouillé. Et donc Yaakov, lui, est toujours en proie au combat. Il faut se battre avec celui-là, se battre avec celui-là, se battre avec ça. C'est fatigant. Oui, mais non, c'est épuisant. Alors, vous voyez que par contre, donc, dans le conflit Rachel et Léa, vous voyez que on a l'impression que Léa est une égoïste et tout, c'est pas vrai. Elle a le srout. C'est la maman du Mashiach. Elle est dans la Géoula déjà. Elle est dans la Géoula. Donc, elle a beau pleurer en craignant épouser Esav, Dieu lui dit, ma chère fille, ne pleure pas, t'inquiète pas, tu vas te marier avec Yaakov. Et tu vas avoir avec lui ici les 6 géants des tribus. Incroyable. Donc on a l'impression que Léa, c'est la Léa. Pas vrai. C'est pour ça que les Léa, en général, dans la vie, c'est des femmes qui réussissent bien. C'est pas des losers. Nom, hein. Pardon? On va changer notre nom. Mais non, ce que vous avez, c'est le top. Chacun, il a le top de ce qu'il doit faire. Et donc, le relationnel entre Rachel et Léa, c'est que Rachel, c'est nous en galoute, où il faut se battre, il faut faire des pieds et des mains pour faire telle et telle chose. La preuve, c'est que dans la Metsiout, il a envoyé Rachel bergère,
avec le risque qu'il y a des voyous qu'il y avait dans les champs et tout, et il laisse Léa à la maison. C'est pas gentil ce qu'il fait, Lavan. Ben, c'est pas gentil là-bas. D'accord? Tu aurais pu dire, attends, mais pourquoi il n'a pas envoyé Léa bergère, pourquoi il a laissé Léa à la maison? Parce qu'elle est chouchoutée. Depuis le départ, elle est chouchoutée dans la vie, cette Léa. C'est marrant, j'ai jamais entendu ça. Eh ouais, ben, vous voyez qu'elle est chouchoutée. Elle a droit à tout. Le Kohen Gadol va sortir d'elle. Le Mashiach va sortir d'elle. Elle a tous les avantages. C'est très fort. En plus, elle s'appelle Léa, ça fait 36. 36, elle représente les 36 tzadikim, les 36 lumières de Hanouka, etc. Elle a srout énorme. On a l'impression que c'est Rachel qui est plus. Léa, elle souffre moins. Léa, donc c'est dans la vie, c'est comme ça. Vous avez des gens qui doivent souffrir beaucoup pour avoir quelque chose. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de souffrir parce qu'ils sont destinés à une élévation que Dieu veut pour eux. Ils ont eu la même ascendance. Pardon? Ils ont la même ascendance. Des fois on dit c'est le srout-avot, mais ils ont la même ascendance. J'ai pas compris. Des fois on dit c'est le srout-avot quand on a des mérites. Ouais. Et là ils ont la même ascendance. Voilà, c'est des jumelles. Donc on peut pas mieux comme égalité de naissance. Et, ouais, et pourtant l'une comme ça, l'une comme ça. Parce que c'est comme ça. La vie, elle est faite, hein. C'est pas les mêmes tikkun. C'est pas le même tikkun. Le tikkun de Rachel, c'est nous en galoute. Et alors que Léa, c'est la Géoula, c'est la perfection, hein. Et Sarah, c'est quoi son tikkun? Sarah, c'est quoi son tikkun? Sarah, ça veut dire c'est le premier ministre. Bien sûr, les Sarah sont en général des femmes très très. Qu'est-ce qu'elle doit réparer, Sarah? Pardon? Qu'est-ce qu'elle doit réparer, Sarah? Ben, c'est elle qui commence les réparations. Ça commence avec elle. C'est l'origine, c'est la racine. Ah ouais. Sarah, c'est l'origine de toutes les réparations. Sarah. J'ai une sœur qui s'appelle La ministre. Sarah, c'est une ministre. J'ai deux sœurs, une Rachel et une Léa. Ah, vous voyez? Elles sont pas pareilles, c'est vrai. C'est vrai que les Rachel, elles sont. Voilà, on change notre nom. Rachel, moi je dis toujours aux gens, c'est pas moi seulement d'ailleurs, que Rachel c'est un nom dur à porter, donc il faut toujours l'accompagner d'un autre prénom. Pas que ça seul. Rachel Bracha. Ouais, rajouter quelque chose. Alors que les. Moi, je connais Rachel. Elles sont généreuses. Rachel, ça veut dire la brebis. Ouais. Et la brebis a écrit que dans le Midrash, on dit que la brebis, elle est. Quand vous essayez de tondre une chèvre, elle ne cessera pas faire, elle va sauter dans tous les sens parce qu'elle ne veut pas se laisser tondre. Une brebis, elle se laisse faire. Et on entend. Elle va se laisser faire. Vous pouvez lui couper les poils, elle ne se souffre pas, elle se laisse tondre. C'est une tendance au masochisme, Non. à souffrir. Non, à supporter. Oui, mais à supporter. Ça veut dire c'est pas une battante. La Rachel n'est pas une battante. S'il y a quelque chose qui ne va pas, elle va taper sur la table et dire Donc c'est pour ça que Léa, elle est la royauté, elle est la suprême, elle a tout sans rien faire. La force tranquille. La force tranquille, et en plus, lui il voulait pas d'elle. Il voulait pas d'elle. Ben oui. Il a écrit qu'elle était haïe. Et pourtant elle se tait, elle dit ouais. Haïe, tu vas voir que c'est avec moi que tu vas faire le plus de choses. Meilleure chose. Voilà, donc il a eu affaire à un drôle de morceau avec l'histoire là-bas qu'il a passé à Padan Aram n'était pas du tout facile à jouer. Et il a bien joué. Et de là est sorti tous les tribus, et chacun avec ses qualités et ses spécificités. Et évidemment, au milieu, Yehuda, l'ancêtre du Mashiach.
que nous attendons tous. Voilà, je vous remercie de votre attention.